Vous rencontrez. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Bonjour Anne-Sophie, Bonjour, bienvenue sur le podcast. merci de m'accueillir. Alors j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui parce que tu as une pratique de sage-femme assez variée. Est-ce que tu peux nous dire Anne-Sophie pourquoi tu as choisi ce métier toi de sage-femme? Par passion, sans doute. Après, j'ai un parcours un peu différent puisque j'ai d'abord mes enfants et puis euh, j'ai pris la décision de reprendre des études de sage-femme. Je pense que ça avait toujours été plus ou moins quelque chose qui m'attirait, mais le métier d'infirmière ne m'attirait absolument pas. Euh, et en Belgique, euh, là où en France, on passe par d'abord une première année de médecine, puis on est redirigé vers la formation de sage-femme. En Belgique, on commence par des études d'infirmière et puis on a des troncs communs avec les infirmiers et puis après on fait vraiment que des études de sage-femme. Donc ça, ce côté-là ne m'attirait pas du tout, mais après la naissance de ma dernière, ça a de plus en plus cheminé et puis j'ai fait les démarches et pour voir, pour reprendre les études et puis voilà, je me suis lancée et maintenant j'ai trouvé ma voie. Alors qu'avant, j'avais fait des études d'institutrice primaire et ça m'animait pas de la même façon. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu dirais que du coup la naissance de tes propres enfants a joué un rôle, tes propres chemins de maternité ont joué un rôle dans cette vocation? Sans doute, c'est c'est pas le fait de devenir maman en tant que telle, c'est quand j'étais présente à la maternité, c'est de voir les sages-femmes évoluer. Je me disais waouh, j'aimerais trop pouvoir dire aux gens, je suis sage-femme, c'était un métier. Je me disais waouh, mais c'est trop chouette comme métier. Et c'est pas oui le fait de devenir mère qui m'a motivée, c'est plutôt de les voir en action, de me dire mais c'est là que j'ai envie d'être quoi. Et puis j'ai eu le déclic vraiment quand j'ai été voir une amie qui habitait juste au-dessus de chez un gynécologue et sur la fenêtre, il était mis parti faire un accouchement. Et je me suis dit, mais c'est là que je veux être. Et voilà, j'ai recommencé mes études. Ah oui, c'est fort là, dans ton corps ça a fait, c'est Oui, clair, c'est ça. c'est ça, je veux pas être ailleurs. Ok, très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différences peut-être entre la Belgique et la France, ou en tout cas comment ça se passe en Belgique pour la naissance, pour les femmes qui souhaitent accoucher, quel choix s'offre à elles? Alors, bon, je vais m'avancer. En tout cas, c'est par rapport à ma propre expérience parce que je connais pas non plus tout à fait le système français. En tout cas, nous, ce qu'on propose en Belgique, on est un peu plus libre, en tout cas dans les pratiques qu'on veut mettre en place. Le, le plus classique reste l'accouchement en hôpital. Euh, on pratique un peu comme les hôpitaux privés en France, dans le sens où on accompagne en tant que salarié la patiente d'un gynécologue privé qui va généralement souhaiter être là à l'hôpital. Donc ça, c'est un peu les pratiques équivalentes en France dans les hôpitaux privés ou dans les hôpitaux publics. Les sages-femmes, généralement, travaillent beaucoup plus en autonomie et pratiquent l'accouchement seul s'il n'y a pas de pathologie avérée. Donc ça, c'est la première différence, en tout cas à ma connaissance, dans les hôpitaux. Après, par rapport au suivi à domicile et les accouchements à domicile, on est un peu plus légitime en Belgique qu'en France. C'est un peu moins controversé. Euh, on a accès plus facilement à une assurance. Donc les assurances pour pouvoir accompagner des accouchements à domicile en tant que sage-femme belge
sont tout à fait abordables. À ma connaissance en France, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et par rapport aux maisons de naissance, on a la possibilité d'ouvrir et créer des maisons de naissance en toute autonomie, sans autorisation particulière, hormis les autorisations classiques en ce qui concerne les pompiers, la sécurité au niveau gaz, électricité, etc. Euh, mais on n'a pas besoin l'aval d'un organisme particulier, contrairement où en France, là, ça se fait généralement en collaboration avec des hôpitaux, avec des subsides, mais du coup avec des contraintes que nous, on n'a pas. En tant que sage-femme, on peut ouvrir une maison de naissance comme ça, on n'a pas besoin d'autorisation ni de spécificité particulière pour pouvoir ouvrir la maison de naissance. C'est un projet entrepreneurial classique qui n'est pas encadré par une autorité de santé, quoi. Tout à fait. Et donc, où as-tu choisi d'exercer, toi, jusqu'à présent, en tant que sage-femme? Et ben donc du coup, le parcours un peu classique, j'ai eu terminé mes études et puis j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler, être embauchée dans l'hôpital juste à côté de chez moi, à 5 minutes. Là, j'ai exercé là pendant 10 ans. Et puis tout doucement, le chemin entre l'hôpital et moi s'est un peu séparé, on va dire. En tout cas, de plus en plus, je me sentais attirée par la physiologie et par le fait de plutôt préserver le processus naturel, ne pas trop intervenir. Et à l'hôpital, c'est pas vraiment la norme. On est plutôt là pour intervenir, poser des actes, faire que ça avance. Et ça me parlait de moins en moins et j'avais pas l'impression de pouvoir travailler exactement comme je le ressentais. Et donc voilà, progressivement, j'ai quitté l'hôpital et donc je suis partie vers une pratique plus globale où j'accompagnais les parents de A à Z, mais sans l'accouchement. Et puis là, ça a duré que quelques mois où je me suis dit, mais moi, je ne peux pas vivre sans les accouchements. Et donc, je me suis dirigée vers la maison de naissance la plus proche de chez moi, à 1 heure de route, où j'ai pris contact avec eux, où j'ai été accueillie à bras ouverts. Moi, je m'attendais à devoir faire un entretien d'embauche, expliquer qui j'étais, mon expérience. Et puis, en fait, c'est pas du tout le même milieu. Ils ont dit tu es la bienvenue. Et donc, au bout de l'entretien, les papiers étaient signés et j'étais sage-femme chez eux. Et, euh, et voilà, donc il y avait la distance qui posait un peu problème, mais ça fait 2 ans et demi, je travaille toujours chez eux pour l'instant. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je fais la route et que je suis deuxième sage-femme, c'est-à-dire qu'on m'appelle au moment de l'accouchement, mais que je ne fais pas le suivi global des mamans que j'accompagne, puisque c'est les sages-femmes référentes de la maison de naissance, donc la bulle, qui prennent en charge le suivi global. Et moi, en tant que deuxième, j'interviens ponctuellement dans certains ateliers, rencontres avec les parents, mais j'interviens sinon que au moment de l'accouchement. Ok. Et au moment de l'accouchement, c'est à deux sages-femmes que vous allez ou c'est si la première sage-femme n'est pas disponible que tu prends le relais? Non, on va toujours à deux. Alors, la distance faisant, parfois j'arrive trop tard, mais le but, c'est qu'on soit toujours à deux. Que la première arrive dès les débuts du signe du travail actif, et donc elle reste aux parents tout le long, et la deuxième est appelée plus ou moins, parce que c'est toujours difficile d'évaluer, mais donc on est appelé au moment de l'accouchement pour pouvoir être deux au moment de l'accouchement, pour être plus en sécurité, il y a besoin d'intervenir. Donc voilà, Ce que tu appelles l'accouchement, c'est la phase de poussée spécifiquement? tout à fait, au moment où la maman accouche, la phase d'expulsion, comme on dit. Donc voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et tu me parles de maison de naissance. Alors nous, en France, quand on parle de maison de naissance, ça veut dire que la femme qui accouche se déplace dans une maison dans laquelle il y a des sages-femmes et dans laquelle elle va pouvoir accoucher, mais qui n'est pas un hôpital, enfin qui est en tout cas organisé comme un appartement ou une maison. Est-ce que ça veut dire la même chose en Belgique ou est-ce qu'en Belgique, c'est de l'accouchement à domicile? Est-ce que vous vous rendez au domicile des parents? Comment ça se passe? Donc là, à la bulle, c'est une reconnaissance comme on l'entend en France, sauf qu'on n'est pas relié à un hôpital. Donc c'est vraiment comme une maison, avec des sages-femmes qui pratiquent leur métier en toute autonomie,
Elles reçoivent les consultations, donc elles reçoivent les parents pour les consultations prénatales, pour les préparations à la naissance, pour les différents ateliers dans ce lieu-là. Et il y a 2 chambres d'accouchement où les mamans peuvent accoucher sur place. Et en parallèle, on accepte 2 suivis allez, 2 accouchements prévus par mois à domicile. Donc là, on a le matériel pour pouvoir se déplacer à domicile et donc on fait les deux en fait. Ok. Et donc, c'est les parents qui choisissent vers quel lieu ils s'orientent. Voilà, généralement, c'est très, très clair dans la tête des parents. Il y en a, ils n'imaginent pas accoucher ailleurs qu'à leur domicile. Et il y en a, ils se sentent beaucoup plus en sécurité ou n'ont pas envie de tout bouger chez eux, ou trouvent que leur maison n'est pas pratique. Bon, il y a diverses raisons pour le choix de la maison de naissance, mais le choix du domicile est toujours très, très ancré dans la tête des gens, de ceux qui veulent accoucher chez eux. Hmm. Et tu dirais, toi, que c'est vraiment, ça dépend des gens et chacun ce qui lui parle, ou toi, tu observes des différences dans, du coup, les femmes et les couples qui accouchent. Est-ce que ça crée quelque chose de différent d'être en maison de naissance ou à domicile, de ton point de vue? Ouais, non, allez, je trouve que c'est plus ou moins pareil. Après, c'est toujours, chouette de rentrer dans l'intimité des gens et de voir comment ils fonctionnent. Et puis l'avantage aussi de l'accouchement à domicile, c'est qu'il n'y a pas le déplacement. Donc il n'y a pas, j'ai des contractions à la maison et puis tout d'un coup, je dois me dire, OK, à quel moment je pars vers la maison de naissance? Et quand elles ont accouché, il n'y a pas ce moment où on doit se dire, maintenant, on repart vers la maison. Donc ça, c'est un peu la particularité. Après, dans le suivi, on a le même matériel euh, et les gens, c'est vraiment une question de où ils se sentent en sécurité. Et parfois, c'est simplement question pratico-pratique, on va dire. Ou alors des patientes aussi, on a des patientes françaises où on peut pas se déplacer nous en France et donc elles n'ont pas le choix. Si elles veulent un accouchement physiologique, c'est elles qui viennent jusqu'à la maison de naissance parce que nous, on peut pas aller pratiquer de l'autre côté de la frontière. Hmm. Ok, ok, très bien. Et donc là, tu es moins actrice en ce moment de cet accompagnement global du fait de ta situation là sur les dernières années. Tu l'as vécu peut-être plus quand tu étais en maternité, d'accompagner les femmes dans la préparation à la naissance? Alors, à la maternité, il n'y a pas de comparaison. Puisqu'à la maternité, en fait, je suis de garde ce jour-là, c'est moi qui travaille ce jour-là, et je tombe sur la dame qui arrive ce jour-là sans la connaître nécessairement. Je faisais, bah, je fais toujours, mais donc depuis 2017, je faisais déjà de la préparation à la naissance. Et parfois, j'avais la chance de tomber sur une maman que j'avais accompagnée en prénatal à l'hôpital, mais il n'y a pas du tout le suivi global, puisque les mamans que j'accompagne, les chances que je puisse les accompagner à l'accouchement sont minces. Et les mamans que j'accompagnais pour les accouchements au sein de l'hôpital, ben, c'était, voilà, elles tombaient pendant mes heures et je faisais de mon mieux pour apprendre à les connaître en l'espace de temps qui m'était dédié à louer en tout cas. Et donc voilà. Mais c'est c'est ça aussi ce qui est le plus difficile, le fait de ne pas connaître les gens. Et donc, au mieux on connaît les gens, au mieux on peut les accompagner, au mieux on peut anticiper leurs réactions et voir ce qui reste normal dans leurs attitudes ou pas. Quand on voit une maman débarquer et qu'on la connaît pas, est-ce que ses réactions sont normales ou pas normales? C'est beaucoup plus difficile à évaluer que lorsqu'on connaît les gens et qu'on a la chance de les accompagner tout au long de la grossesse. Hmm. Donc ça faisait partie de tes frustrations dans ta pratique hospitalière. Ça fait, et aussi, la grosse frustration, c'est que parfois, ben, on commence à accompagner une dame et puis l'heure, elle est finie et nous, on rentre chez nous. Et moi, si je pouvais, je restais des heures entières parfois parce que c'est aussi, on a pris le temps. Moi, j'ai beaucoup fait la nuit sur la fin de ma carrière à l'hôpital. Et c'est vrai que quand on a passé toute la nuit et puis que le matin, on doit la quitter et qu'elle est à 8-9 centimètres et qu'on sait que l'accouchement est imminent, mais qu'en fait, on doit passer le relais à sa collègue, c'est aussi une frustration. Qu'en maison de naissance, ben, on les accompagne jusqu'au bout. On a commencé, on reste, quoi.
Ça veut dire que même si tu ne les connaissais pas d'avant et que tu les rencontrais le jour de leur accouchement, tu avais l'impression de tisser un lien avec elles et c'était Oui, difficile pour toi de couper en plein milieu, quoi. tout à fait. Et c'est toujours dépendant des personnes en face, hein. Le lien n'est pas le même avec chaque couple, mais ça, c'est sûr que ça fait toujours partie de ma pratique d'essayer d'établir un lien de confiance et pour pouvoir les accompagner au mieux et pas simplement être quelqu'un qui pose des actes. J'allais plus vite et c'est sans doute ça qui pêchait un peu dans ma pratique à l'hôpital. J'allais plus vite prendre le temps de discuter une demi-heure plutôt que me jeter sur la dame pour mettre un cathéter ou mettre un monitoring. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir où elle en était. Elle me disait qu'elle en pouvait plus avec les contractions. Je prenais le temps de discuter avec elle, de lui expliquer c'était quoi une contraction. Et donc, voilà. Là, on a un peu moins le temps normalement, en fonction des journées et des nuits, mais on a un peu moins le temps à l'hôpital de faire ça. Et pourtant, c'est ce qui m'anime le plus dans mon métier, d'essayer de comprendre les gens et de pouvoir les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins et pas en fonction des protocoles. Hmm. Alors, tu le sais, on va s'intéresser à la préparation à la naissance, c'est le cœur de notre échange. Mais du coup, je crois entendre à travers ce que tu viens de dire que lorsque tu étais à l'hôpital, même si tu n'avais pas forcément suivi la femme en prépa, tu avais tendance à, quelque part, lui délivrer des clés le jour J qui auraient pu être de l'ordre de la prépa, mais si elle les avait pas eues, bah, tu lui les livrais. Tout à fait. Toujours. En fonction du temps, je faisais un mini résumé d'une prépa pour que, selon moi, elle ait le plus de clés possible pour pouvoir traverser ce moment, malgré qu'elle n'ait pas eu l'occasion ou qu'elle n'ait pas pris le temps de se préparer avant. Ça me touche d'entendre que tu pratiquais de cette manière. Ok. Mais oui, non, c'est sûr que je prenais toujours le temps parce qu'une maman, quand elle arrive, généralement, c'est qu'elle est dans la douleur et qu'elle a mal. Et si on ne prend pas le temps de lui expliquer ce qui se passe dans son corps, ben forcément, elle va pas le gérer de la même façon. Si la seule solution qu'on a, c'est que vous avez trop mal, on appelle pour la péri, ben, alors que c'est, allez, ça me faisait toujours rire. Quand une maman arrivait et qu'elle en pouvait vraiment plus, je prenais le temps de discuter avec elle, je mettais le monito, et puis au bout d'un moment, elle me disait, ah ben là, c'était une petite. Et en fait, c'est pas une petite, c'est juste qu'elle la vivait d'une façon différente et que elle avait appris à l'appréhender d'une façon différente en l'espace de quelques minutes de discussion entre nous. Et pour elle, du coup, elle les ressentait plus de la même façon. Donc, et puis il y Génial. a le truc typique aussi quand une maman arrive à la maternité, elle en peut plus, elle passe la porte de l'hôpital, elle a plus mal. Et il y a des choses vraiment très psychologiques au niveau des contractions. Et donc la priorité pour moi, c'est d'abord d'être à l'écoute de la maman pour pouvoir voir effectivement où on en est. Parce qu'il y a une maman peut montrer des douleurs intenses à 2 centimètres comme si elle va accoucher. Et si on prend le temps de l'écouter, elle va se calmer. Et à l'inverse, parfois, une maman va arriver à 8 centimètres, elle est cool et on ne s'imagine pas qu'elle va accoucher. Donc, prendre le temps d'essayer de comprendre les gens et de comprendre leurs douleurs permet aussi d'évaluer et d'adapter notre pratique, selon moi. Hmm, hmm. Et selon toi, si on reste sur ce petit moment là où tu discutes avec elle et où ça change les choses, qu'est-ce qui permet justement de switcher? Est-ce que c'est déjà le fait d'être écouté, dans ce que tu leur délivres? Est-ce que c'est la confiance, l'attention, le soutien? Est-ce que c'est les infos mécaniques ou sur la physiologie de la naissance? Enfin, et un peu de tout ça peut-être? Oui, je pense que c'est un peu tout ça, effectivement, que la priorité, c'est de les écouter, de ne pas, je pense qu'il n'y a rien de plus dur, une maman qui arrive et qui a mal, et on lui dit, oh, on l'examine, et puis on lui dit, oh, bah, ça va, vous êtes à 1 centimètre, vous pouvez rentrer à la maison, ok, elle est à 1 centimètre, mais elle le vit pas comme ça, donc, voilà, c'est, en fait, en maison naissance, on n'examine quasiment pas. Ça nous donne pas une vraie indication des centimètres. Et donc, c'est plutôt ces comportements, sauf que si on ne la réassure pas quand elle arrive, on ne peut pas savoir à quel point elle est en travail ou pas, puisque la perception de la douleur est très différente de chaque personne, mais aussi du contexte. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps-là. Et je pense que le fait de les écouter, c'est la première chose. Et puis après, je leur explique que la douleur est normale et que plus on est en tension, plus la douleur, elle va être forte et plus on est dans l'anticipation,
plus on va soi-même augmenter le temps de la contraction et se contracter. Et donc, j'essaye de leur expliquer c'est quoi la physiologie ou la physionomie plutôt d'une contraction. Et le fait de comprendre, je pense que ça les aide. Typiquement, je leur dis, ben, c'est une contraction en moyenne c'est 60 secondes, et rien que de savoir aussi qu'on va pas avoir mal tout le temps, ça aide. De savoir que d'office, entre deux contractions, on n'a pas mal, alors que quand on reste en tension, en fait, on a l'impression d'avoir mal en continu. Et donc, ça arrive régulièrement que, en discutant, je lui disais, et là, vous avez encore une contraction? Non, bah, détendez-vous alors, parce qu'on voit sur le visage que la maman est encore crispée, alors que la contraction est partie. Donc voilà, c'est discuter, repérer son comportement et ses sensations pour essayer de l'aider à gérer la contraction en elle-même, bien que j'essaye de trouver un autre mot que gérer, parce que je trouve que gérer, on ne va pas la gérer, on peut pas la gérer, elle arrive et puis on la subit, on la traverse, en tout cas, on ne sait pas la gérer, mais qu'il faut essayer de maximiser les temps de repos entre, parce que les temps de repos sont là et qu'il faut profiter de ces temps-là pour pouvoir, au moment où la contraction elle arrive, le mieux possible l'accepter. Hmm, hmm. Très bien. Accueillir, peut-être. Ça peut être Tout à fait, un mot qui parle à certaines. tout à fait. En tout cas, voilà, elle arrive et il faut faire avec quoi. C'est pas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, donc dans ta pratique en maison de naissance, donc j'entends que c'est pas forcément toujours toi qui assure l'intégralité de la prépa à la naissance, mais quelle est ta vision? En tout cas, quelles sont tes convictions? Puis tu vas nous parler après de la suite pour toi. Donc je suis sûre que tu as une vision très claire de ce que tu as envie de, de mettre en Oui, œuvre. tout à fait. Pour toi, c'est quoi la préparation idéale à l'accouchement physiologique? C'est quoi les Alors, composantes? faut savoir que je fais quand même déjà les accouchements à domicile dans ma région. Donc du coup, je fais quand même de mon côté, même si pour l'instant ils sont pas encore nombreux, j'accompagne des mamans dès le début de la grossesse pour les préparer à un accouchement physiologique et aussi pour préparer un accouchement physiologique à l'hôpital, même si je peux pas être présente, donc j'essaye. Donc voilà, je suis bien ancrée dans ces prépas, même si je peux pas le faire pour les mamans que je suis à la bulle, que j'accompagne, mais en tout cas, je le fais pour les mamans que je suis dans ma région. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'est de faire d'abord du sur-mesure. Donc, je prends toujours le temps de faire connaissance avec les gens, de voir leurs attentes, leurs craintes, leur vécu antérieur, ce qu'elles ont entendu de la naissance, que ce soit de leur mère, leur grand-mère, de la tante, de la sœur. C'est toujours important pour moi de voir si elles ont entendu des récits d'accouchement ou pas, parce que ça forge aussi déjà une idée pour les gens. Et donc de déconstruire et reconstruire avec eux une autre vision. Donc ça, c'est toujours le début de la prépa. Et après, ben, c'est vraiment à la carte, quoi. Je suis pas quelqu'un je vais pas faire des cours de préparation à la naissance. Récemment, il y a encore une maman qui m'a appelée pour me dire, oui, j'avais fait des cours de prépa à la naissance là pour la première, mais j'étais pas très assidue. Et je lui ai répondu, ben là, vous n'êtes pas au bon endroit. Je dis, moi, je fais pas des cours, je fais des rencontres. Et puis, on discute. Et donc, voilà, j'essaye au fur et à mesure de nos rencontres de voir comment elles vont. Et j'explique les petits soucis de la grossesse, comment les régler ou les accepter, et en tout cas faire avec. Euh, et puis après, au fur et à mesure où on se rapproche de la date de terme, on entre plus précisément alors dans la préparation en tant que telle, où j'explique les changements de leur corps au fur et à mesure où on va s'approcher du jour J. Et puis après, ben, le jour J, les trucs classiques, c'est quoi les premières sensations, quand se dire c'est le bon moment, si elles doivent partir à la maternité ou en maison de naissance, ou à domicile, quand est-ce qu'elles doivent nous appeler. Et donc ça, je reste quand même sur les classiques parce que les gens ont quand même besoin de repères. Mais non, tout le reste, c'est expliquer en fait ce qui se passe dans leur corps pour que quand ça leur arrive, elles savent comment faire et surfer avec. Je pense que c'est le fait de ne pas comprendre ce qui se passe dans le corps qui va être le plus difficile à vivre pour les mamans. Donc, j'essaye de les préparer au mieux sur les sensations, même si tant qu'elles sont pas là, on peut pas s'imaginer. Mais donc voilà. Et d'axer un maximum sur vraiment le relâchement
je leur dis toujours que la clé pour moi, c'est le relâchement entre les contractions et, qu'il n'y a pas, par rapport à la péridurale, là, dans ma pratique à venir, il n'y en aura plus trop des péridurales, encore qu'on peut être transféré, quand on veut accoucher à domicile ou en maison de naissance, on peut être transféré pour une péridurale. Mais je leur dis tout le temps que le plus important, c'est de voir entre les contractions. Si entre les contractions, on arrive à être bien et se relâcher, la péridurale, elle n'est pas nécessaire. Si on n'arrive plus à trouver le relâchement, si malgré la présence du compagnon, de la sage-femme, on reste dans la tension permanente, le corps, de toute façon, ne va plus se relâcher et l'accouchement et le travail n'avancera plus. La maman n'arrive plus à trouver le relâchement dans tous les cas. Hmm. Donc voilà, je pense que je donne pas de technique particulière, mais j'essaye, je pense que ma prépa, c'est plutôt une prépa mentale et de compréhension de la physiologie du corps plutôt que des techniques. Alors je montre un peu des positions, des exercices de respiration, de bascule de bassin, mais c'est pas l'essentiel, quoi. Je fais pas des cours, en tout cas. Ok. Et sur ce relâchement, du coup, est-ce que juste tu leur nommes, là, comme tu viens de nous le nommer, ou est-ce que tu arrives à leur faire ressentir dans leur corps, d'une manière ou d'une autre, ce relâchement, comment elles peuvent le provoquer, l'embrasser? Alors souvent la première ou la deuxième, parce que la première, ça dépend, c'est le nombre de questions. Mais en tout cas, à la deuxième consultation, je fais toujours un exercice de respiration euh, pour aller chercher le relâchement, leur expliquer l'importance et le faire. D'abord, je les invite à respirer de façon normale, entre guillemets, sans se poser de questions. Et puis, on refait l'exercice avec les consignes que je leur donne pour essayer de se relâcher, d'avoir une respiration beaucoup plus lente et profonde. Et la majorité des parents ressentent dans leur corps déjà les effets de relâchement. Donc ça, c'est l'exercice que je fais en tant que tel, où je les invite à le refaire pour pouvoir s'habituer et surtout tout ce que je vais leur montrer comme petits exercices, je leur dis que plus ils vont le faire, plus ce sera naturel et que le jour J, c'est hors de question de se dire ah mince comment je dois respirer, comment je dois faire ou comment je dois me positionner. Au plus on va être dans la réflexion, au moins on va être dans le lâcher prise et au moins ça va être fluide pour accoucher. Donc vraiment, je leur donne pas d'exercice à faire en disant si tu respires comme ça, tu vas pouvoir te relâcher parce que j'essaye de leur faire ressentir pour que le jour J, ils doivent penser à rien. Et qu'éventuellement le compagnon ramène alors la maman dans un état de détente, dire ok là vas-y on prend le temps, on respire à deux, mais elle doit pas réfléchir à comment ralentir sa respiration, quoi. Elle l'expérimente une fois, elle voit la différence entre les Voilà, deux cas, et du coup, elle va pouvoir le retrouver tout à fait. naturellement, Et aller puis rechercher. parfois, il y a déjà des mamans qui ont fait de la sophrologie, qui ont fait du yoga, du pilates, et qui ont déjà quelques notions. Et donc, je suis pas là pour leur apprendre plein de choses. Si elles ont déjà des trucs et astuces pour revenir à un état où certaines font déjà de la méditation. Donc voilà, moi, je les invite juste à trouver un état de relâchement et à se sentir bien. Et, et après, voilà, à elles de voir ce qui leur parle, quoi. Hmm. Euh, Ok. c'est, Et tu as voilà, les ressources qu'elles ont. je t'ai pas bien entendu, ça a coupé. Tu les invites à activer les ressources qu'elles ont déjà. Tout à fait. Et si elles en ont besoin, je les guide vers des outils que me parlent à moi. Mais le but, c'est effectivement qu'elles trouvent, quand je leur explique la respiration, je leur dis, voilà, c'est une technique que moi, j'utilise. Technique de respiration profonde, il y en a des dizaines. Donc, vous ne devez pas appliquer spécialement celle que je vous propose. Moi, je vous propose la mienne et puis vous verrez. Hmm. Ok. Et j'avais envie de rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui me parle bien, mais je ne sais pas si tu le disais dans le même sens que moi, je le comprends et que je le pratique. Ouais. Euh, c'est par rapport aux maux de grossesse et que tu les accompagnes pendant la grossesse à traverser les changements du corps, les éventuels inconforts. Moi, je crois beaucoup au fait que tout ce qui se passe dans notre corps pendant la grossesse et qui peut être un peu inconfortable temporairement, ce sont des opportunités de s'entraîner justement à accueillir les sensations inconfortables et qu'on peut finalement assimiler un tiraillement par-ci par-là, un mal de dos à la contraction du jour J
et dire bah, comment je me laisse traverser par ça et comment j'accueille cette sensation et que c'est une pratique grandeur nature de se préparer à comment je vais pouvoir accueillir le jour J. Est-ce que c'est comme ça aussi que toi tu l'entends? Alors, pas tout à fait, parce que je pense que les mots, les petits mots de la grossesse euh, peuvent facilement se régler. En tout cas, peuvent être accompagnés et soulagés. Je pense que notamment les douleurs ligamentaires, donc les petits tiraillements au niveau du bassin, qui sont physiologiques pour préparer le corps le jour J, euh, c'est pas comparable aux douleurs de l'accouchement. Et donc, oui, je pourrais leur dire accueillir cette douleur, mais c'est vrai que la douleur de la contraction, elle est tellement soudaine et tellement intense par rapport à, admettons, si on a du reflux, c'est plus constant. C'est toutes des douleurs qui sont un peu plus les douleurs dans le dos, etc. C'est toutes des douleurs un peu plus constantes que la douleur de la contraction. C'est vraiment quelque chose de soudain et qui s'arrête net quand la contraction elle est partie. Donc, les sensations ne sont pas tout à fait équivalentes, mais le but d'accompagner dans les mots, c'est justement quand on leur explique. Après, je connais pas tous les trucs et astuces au niveau naturel. Je dois encore me former pour certaines choses, puisque j'ai longtemps travaillé en hospitalier et qu'on prenait peut-être pas assez le temps. En tout cas, dans ma pratique, j'avais pas assez le temps de me former davantage sur les méthodes naturelles pour soulager les maux de la grossesse. Actuellement, j'en connais certains, mais j'axe surtout sur le fait d'expliquer pourquoi on a des douleurs ligamentaires, pourquoi on a du reflux, pourquoi il y a le cœur qui pompe plus et la respiration plus difficile. Et en fait, j'explique plutôt ce qui se passe dans le corps. Et le fait de comprendre ce qui se passe dans le corps aide déjà à accepter ces douleurs différemment. Et donc, voilà, je leur donne des petits trucs et astuces naturels. Comme je disais, je peux encore davantage me former là-dessus, mais vraiment, je suis plus dans l'explication de la physiologie pour pouvoir les aider à accompagner tout ce qu'elles traversent pendant la grossesse. Oui, ok. Pour toi, et d'ailleurs, que ce soit dans la grossesse ou dans l'accouchement, hein, je crois que c'est la même chose. Toi, Tout à ton fait, credo, c'est la compréhension oui, qui va aider à accepter. tout à fait, tout à fait. Ok. Je pense que au plus on comprend ce qui se passe dans son corps, au plus on est à même de l'accepter, de l'accueillir, de l'accompagner, et que quand on comprend pas, ben on subit la situation. Donc je pense que quand tu parles de clé pendant la préparation à la naissance, c'est vraiment, si je dois donner une seule clé, c'est la compréhension et de la physiologie de ce qui se passe dans son corps. Et puis tout le reste, c'est annexe. Mais vraiment comprendre ce qui se passe va être pour moi la clé essentielle pour pouvoir traverser un accouchement physiologique et sans péridurale. Hmm, super. Et puisqu'on est sur la compréhension, est-ce que tu as un avis, parce que donc toi, en tant que sage-femme libérale qui accompagne les femmes en présentiel, tu leur délivres des clés de compréhension, comme tu viens de nous l'expliquer. Il y a maintenant beaucoup de choses qui existent, que ce soit des livres ou des prépas en ligne, pas forcément d'ailleurs, certaines proposées par des sages-femmes, d'autres par d'autres professionnels qui ne sont pas forcément sages-femmes. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu as un avis sur est-ce que c'est mieux, moins bien, complémentaire Complémentaire sans doute. Euh, Tu l'auras déjà un peu compris. Je fais du sur-mesure, je m'adapte et c'est un échange et aucune de mes séances ne va être identique. Je ne vais jamais, oui, je raconte parfois la même chose, mais je ne vais jamais vraiment faire une séance identique. Et donc, ben, les livres et les formations en ligne. Alors après, il y a les visios aussi, mais ça n'enlève, ça enlève de côté contact humain. Voilà, c'est pas les visios, c'est pas ce que je préfère à la base. Mais donc voilà, je pense que les mamans qui lisent des livres, c'est une très bonne chose. Les formations, ben effectivement, le problème c'est qu'il n'y a pas toujours une bonne visibilité entre ce qui est fait par des réels professionnels de la santé et des gens qui se sont formés ou autoproclamés spécialistes de l'accouchement et de la naissance. Et donc voilà, j'ai déjà reçu des mamans, une maman qui avait fait tout un programme, tout un module. Et puis quand elle est venue chez moi, j'ai dû déconstruire plein de choses parce qu'au final, voilà, tout n'est pas toujours correct selon moi. Et c'est difficile de faire le tri, et que ce soit pour la grossesse ou pour tout en général. Maintenant, on a l'information facile et accessible partout, mais il faut faire le tri en fait. Et donc, et après, avoir une sage-femme en libéral ne garantit pas non plus que ce soit
fallait à la maman parce que je pense que chaque sage-femme correspond à un type de patientèle et inversement, et que ma façon de travailler va plus résonner pour certaines mamans, certains couples. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, ben non, moi j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, euh, qu'on me donne des exercices précis. Et donc voilà, je pense qu'en fait, le plus important, c'est de se sentir entouré et accompagné avec quelque chose qui nous parle. Et si une maman se sent bien préparée en ayant lu des livres ou en faisant une formation, bah, je vous souhaite de bien accoucher, mais c'est compliqué, quoi, de faire le tri dans toute l'info et dans tout ce qui existe, je pense. Alors, peut-être juste pour clarifier par rapport à ma question, hein, je parlais uniquement de la partie compréhension de la physiologie, compréhension théorique. Évidemment que l'accompagnement d'une sage-femme va bien au-delà de ça, hein, c'est parce que tu parlais en particulier de ça, mais bien évidemment que c'est un lien que vous créez, que c'est une relation de confiance qui s'établit, et que le jour J, on n'a pas que besoin des connaissances, on a aussi besoin de se sentir en sécurité, et que du coup, le fait d'être accompagné, d'être chez soi ou d'être dans un lieu qu'on connaît, où on se sent bien, et d'être accompagné par une professionnelle, pareil, que l'on connaît et en qui on a confiance, ça fait toute la différence, bien évidemment. Pour les connaissances par rapport à la physiologie, oui, c'est bien de lire, mais c'est vrai que j'aime bien aussi partir de ce qu'ils savent. C'est-à-dire que j'ai des publics très variés et j'ai déjà eu la chance d'accompagner un couple où la maman était le papa était anesthésiste et la maman était neurochirurgienne. Voilà, moi je parle beaucoup du fonctionnement du cerveau, je parle beaucoup du fonctionnement de la gestion de la douleur sans la péridurale et des inconvénients de la péridurale, et je me suis adaptée. Et je pense que quand on lit des livres, enfin, pareil, c'est pas toujours hyper adapté. Peut-être que la personne, elle va faire sa propre analyse, sa propre interprétation des mots qu'elle a lus, et que une personne va comprendre d'une telle façon et l'autre d'une autre façon. Donc, je pense que c'est bien de s'informer, mais qu'effectivement, c'est bien d'être accompagné en parallèle pour pouvoir un peu détricoter toutes les infos reçues par divers médias. Mmh, mmh. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes quelques mamans en accompagnement global et accouchement à domicile autour de chez toi. Pas mal d'accouchements avec cette maison de naissance à 1 heure, donc depuis 2 ans et demi. Et je crois que là, il y a une nouvelle ère qui s'en vient. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Tout à fait. Ben, quand j'ai eu la chance de rencontrer les filles de la bulle, donc la maison de naissance, peu à peu, ça a cheminé dans ma tête en me disant, mais voilà, ça, c'est la façon de travailler que j'aime. Quand je suis là-bas, je me sens comme chez moi. Quand j'accompagne les gens, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de faire ce que j'aime et je me sens utile. J'ai plus ce tiraillement en moi entre ce que j'ai envie de proposer et ce que je suis obligée de proposer. Et donc voilà, ça a été une évidence. La route, bah voilà, c'est compliqué, et surtout la route faisait que je ne pouvais pas prétendre à une place de référence, parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà raté des accouchements. Je peux pas à chaque fois faire 1 heure de route pour si la maman elle m'appelle et qu'elle a des contractions, voir si ça se passe bien, puis rentrer chez moi. Donc en fait, la route fait que un suivi en tant que référente n'est pas envisageable. Et ben oui, j'ai cette frustration de ne pas pouvoir accompagner les gens dans la globalité, de ne pas pouvoir faire à ma façon, mettre ma patte, d'arriver parfois comme un cheveu sur la soupe, parce que parfois les mamans, on n'a pas eu l'occasion de les rencontrer avant non plus, donc on arrive à un moment où elles sont en plein accouchement ou pas encore, mais en tout cas dans l'intensité, et on est là, moi c'est Anne-Sophie, on n'ose pas trop se présenter parce qu'on ne se connaît pas et on arrive comme ça dans l'intimité. Donc ne pas pouvoir avoir moi ce lien avec ces mamans qui accouchent en maison de naissance, c'est vrai que c'est un peu une frustration. Et donc, ça a cheminé tout doucement et je me suis dit, ce serait quand même super chouette, voilà, de pouvoir faire une maison de naissance. Je me suis fait aider par l'UCM notamment, c'est l'Union des classes moyennes en Belgique, qui aide pour la création d'entreprises, parce que je suis passionnée par mon métier, mais je suis tout sauf entrepreneur à la base. C'est souvent très antagoniste, le métier de sage-femme et le commercial et l'entrepreneuriat.
Donc je me suis un peu fait accompagner par rapport à ça. Et puis, il m'a gentiment dit qu'il fallait revoir un peu mes intentions, que tout de suite acheter un bâtiment ou louer un bâtiment, ça engageait des frais, qu'il fallait déjà pas mal bosser pour pouvoir rentrer dans mes frais. Donc lui, il était beaucoup plus cartésien et dans la réalité financière que moi. Et puis après, ben, j'ai avancé dans mon projet de naissance en confiance où j'ai créé donc un site pour pouvoir accompagner les gens dans la globalité de A à Z, dans un premier temps à domicile puisque j'avais pas de bâtiment, mais toujours dans un coin de ma tête de me dire, bah, ce serait chouette d'avoir un bâtiment pour pouvoir laisser le choix aux gens du domicile ou du bâtiment. Et puis voilà, ça a cheminé, cheminé, je cherchais, je regardais, et puis toute seule, ben, c'était compliqué. Et j'ai eu la chance de faire une rencontre, Julie, qui est kiné, qui à la base me contactait pour me dire qu'elle allait faire de la préparation à la naissance. Donc voilà, les sages-femmes ont un peu de mal parfois à lâcher parce que ça fait partie de nos compétences et on est quand même les spécialistes selon nous pour préparer les gens à la naissance. Donc on a beaucoup discuté et en fait elle a compris mon projet et puis elle m'a expliqué le sien et donc elle voulait faire un centre dédié aux soins de la femme. Et puis voilà, et on s'est dit que ben pourquoi pas en fait se réunir. Et donc on a embarqué avec nous dans le projet Joséphine, qui partage actuellement déjà le cabinet sage-femme où je travaille. Donc dans ma région, j'ai un cabinet où je reçois les gens. Et Eline, une de mes collègues qui travaillait à l'hôpital et qui travaille toujours et qui a eu la chance, j'ai eu la chance aussi qu'elle m'accompagne sur un accouchement à domicile. Et puis voilà, ça lui a ouvert les yeux et elle s'est dit, mais moi aussi. Et donc, elle a embarqué dans le projet aussi. Donc, on est 3 sages-femmes, une kiné, et on a acheté un bâtiment. Donc, dans la région de Moucron, on est très proche de Lille. On est à 20-25 minutes de Lille. Donc, c'est à Erzo. Et donc, on a acheté un grand bâtiment où les mamans vont pouvoir accoucher dès le mois de mai. Si tout va bien, on est encore en plein travaux, mais donc voilà, pour proposer cette offre dans la région. Mais il n'y a pas trop d'offres pour l'instant. Il y a la maternité de Tourcoing là qui est occupée d'essayer de créer une maison de naissance et donc apparemment ils ont posé la première pierre. Mais voilà, nous on a la chance que ça puisse se faire un peu plus vite puisqu'on a besoin de moins d'autorisation, on dépend de personnes. Donc voilà. Hmm. Donc, ouverture prévue mai 2026, Tout à fait, à 10 minutes de la frontière française, c'est ça? tout à fait. Et donc, ça sera à la fois une maison pluridisciplinaire pour accueillir les femmes et qu'elles puissent prendre soin d'elles par différentes pratiques. Tout à fait. Le but, c'est que de l'adolescence à la post-ménopause, elle puisse être suivie et prendre soin d'elle. Et forcément, la maternité fait partie de toutes les étapes de la vie d'une femme, en tout cas pour certaines, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour celles qui souhaitent devenir mère, ça fait partie des étapes de la vie. Et donc voilà, on trouvait que ça s'incluait naturellement. Et donc, c'est dans cette optique-là du prendre soin de la femme, de l'adolescence jusqu'à la post-ménopause qu'on inclut aussi la naissance au cœur. Et donc, il y aura différentes pratiques. Là, actuellement, on est très sollicité par des partenaires qui ont des méthodes très holistiques, puisque c'est forcément un sujet qui parle beaucoup voilà, aux thérapeutes qui, qui agissent un peu plus au niveau holistique. Maintenant, le but, nous, c'est aussi de réunir kiné. Donc, on a déjà notre kiné, mais on aimerait aussi une kiné pédiatrique, on aimerait un ostéopathe, une nutritionniste, des diététiciens, pour vraiment accompagner dans toute la globalité de la femme et notamment lors de la grossesse, que la dame, quand elle passe la porte de notre maison Lunia, elle puisse être accompagnée de A à Z tant que sa grossesse reste physiologique. Hmm, ok. Donc à Maison Lumière, il y aura à la fois des cabinets avec des praticiens, des praticiennes qui vont pouvoir l'aider dans toutes ses étapes de vie et dans toute la prise en charge de Tout sa à fait. grossesse. Et aussi un ou des appartements pour accoucher, du coup, si elle le On souhaite. aura
deux chambres où elles peuvent accoucher avec une salle de bain privée chacune et donc un lit, une piscine si elles souhaitent accoucher dans la piscine de naissance. Voilà, avec tout le matériel nécessaire et pour accoucher de manière physiologique et le matériel d'urgence si nécessaire si on doit agir en attendant un transfert. Hmm. Ok, très bien, très clair. Très Voilà. clair, très clair. On va transmettre les infos à nos auditrices si certaines souhaitent creuser. Est-ce que le bon, donc il y a ton site, il y a l'Instagram de Maison Lunéa. Est-ce qu'il y a d'autres liens Alors, à transmettre? donc, Maison Lunéa, c'est le site, le lieu où on va toutes travailler. Et donc, on a le Facebook, l'Instagram et le site internet est en construction. Et donc, moi, ce que j'avais créé de mon côté en parallèle, c'est Naissance en confiance, donc pour un accompagnement global euh, dès l'annonce de la grossesse et jusqu'au 1 an, parce qu'en Belgique, en tant que sage-femme, on peut intervenir jusqu'au 1 an de l'enfant. Et donc, via Naissance en confiance, il y a déjà une bonne visibilité, commence à avoir une bonne visibilité dans la région. J'accompagne avec les collègues qui travaillent avec moi euh, dans le prénatal, le suivi de travail, l'accouchement à domicile ou en maison de naissance. Celles qui le souhaitent peuvent encore être accompagnées pour un accouchement à l'hôpital, mais pour l'instant, on reste bloqué pour pouvoir les accompagner au moment de l'accouchement et donc en postnatal. Et voilà, donc le but, c'est que la maison de naissance en tant que telle, ce soit naissance en confiance. Euh, on accouche avec naissance en confiance, mais à la maison Lunia, qui est lui le lieu de vie où on accompagne tous les changements. Ok. Donc Et voilà. oui, Et peut-être. le site Naissance en confiance existe déjà, le site internet et la page Facebook et internet aussi. Hmm. Donc, je mettrai tous ces liens-là en description de l'épisode et peut-être préciser par rapport à quelque chose que tu viens de dire, les personnes vont peut-être se demander, donc si une femme souhaite accoucher à la maternité, toi, ce que tu peux faire pour elle, c'est de prendre en charge la prépa pour qu'elle puisse bénéficier de la prépa à ta manière et Oui. aussi les accompagner dans les premières heures du pré-travail, du travail avant qu'elle se rende à la maternité, c'est ça? Tout à fait. Dans la mesure du possible, parce qu'évidemment, on ne peut pas se dédoubler. Et si j'ai un accouchement, ma priorité à l'accouchement, puisque là, elles ont vraiment besoin de moi. Mais dans la mesure du possible, généralement, j'accompagne pour le suivi de travail jusqu'au moment où la maman souhaite se diriger vers l'hôpital. Et généralement, je les accompagne jusqu'au parking de l'hôpital. D'accord. Et concrètement, ça veut dire que toi, tu te déplaces chez elles, elles viennent à toi ou comment ça se passe en Je général? vais chez elle. Je vais chez elle. Concrètement, pour le prénatal, les consultations prénatales et la préparation à la naissance, les consultations se font euh, au cabinet. Pour le suivi de travail, c'est à domicile. Et puis quand elles ont accouché, on se déplace aussi à domicile pour accompagner les premiers jours et les premières semaines de vie du bébé et de la maman et du couple. Voilà. Oui, ça c'est vraiment l'une des choses magiques de l'accouchement à domicile, c'est d'être dans son petit cocon après Tout à et de fait. pas avoir à bouger, de pas avoir à voilà, prendre la voiture, mettre les chaussures et les manteaux si on est en hiver. Ah, ça, c'est sûr que s'il y a un avantage, c'est bien celui-là, le pas, parce que parfois, pendant le suivi de travail, tout se passe bien, et puis le fait de devoir prendre la voiture, aller sur le parking, arriver avec les grandes lumières de l'hôpital, bah, c'est compliqué de rester dans sa bulle. Donc, c'est vrai que le fait de rester chez soi, c'est un réel avantage pour pouvoir rester dans sa bulle et pouvoir accoucher de manière physiologique. Hmm. Et peut-être j'aimerais que tu dises une dernière chose parce qu'on en a parlé nous en off avant, mais nos auditrices ne savent pas encore. Donc pour les Belges qui nous écoutent, bien sûr, bah, pas de souci, elles connaissent le système belge, elles peuvent te contacter, être suivies avec toi. Qu'en est-il pour les femmes françaises qui seraient intéressées pour se préparer, voire accoucher avec toi? Alors, actuellement, on n'a pas d'accord avec les mutuelles. Donc, malheureusement, elles peuvent accoucher avec nous, mais il n'y a pas de prise en charge au niveau sécurité sociale, sauf si elles trouvent l'astuce. Mais en fait,
Pourquoi il n'y a pas de prise en charge? Parce qu'à partir du moment où elles peuvent faire ces soins-là chez elles, la mutuelle va pas prendre la décision de rembourser un soin belge alors qu'elle peut contacter une sage-femme française. Donc pour l'instant, les remboursements via la sécurité sociale sont quasiment impossibles. Mais voilà, je pense que ça fait partie d'une des choses sur lesquelles on va se pencher plus tard, puisqu'on est frontalière. Et actuellement, les frontalières qui accouchent à l'hôpital bénéficient d'accords entre les mutuelles de sécurité sociale pour pouvoir avoir un remboursement malgré tout. Mais voilà, c'est entre les hôpitaux, les mutuelles. Nous sommes juste une petite structure, donc je ne sais pas si ce sera possible, mais on essaiera de se pencher sur la question. Mais donc pour l'instant, elles sont les bienvenues, mais malheureusement au niveau remboursement, ce ne sera pas optimal. Hmm. Ok, très bien. Bon, bah, c'était important qu'on le dise, je pense, au moins, Oui, on anticipe la question que tu aurais pu avoir en oui, individuel. ça fait. Est-ce que tu souhaiterais dire autre chose, peut-être, une question que je t'ai pas posée, un point que tu voulais aborder avant qu'on clôture? Eh ben, je pense qu'on en avait parlé aussi en off, mais en tout cas, ce qui me tient le plus à cœur, que ce soit dans la façon dont je travaille et dans mon nouveau projet et dans la façon dont je vois l'accouchement et le métier de sage-femme en général, je pense vraiment que c'est important de remettre la physiologie au centre, d'arrêter d'opposer physiologie et médicale. Pour moi, ce sont deux choses complémentaires. En tout cas, la médecine vient complémenter la physiologie quand la physiologie pêche et que la pathologie pointe le bout de son nez. Et donc, dans mon grand rêve, ce serait une grossesse dans la tête de tout le monde, c'est physiologique, c'est accompagné par une sage-femme qui est spécialiste de la grossesse physiologique. Et à partir du moment où la sage-femme dépiste une pathologie, évidemment, elle réfère. Évidemment, le choix ne se pose plus du domicile, de la maison de naissance ou de l'hôpital quand il y a une pathologie. Mais par contre, si la grossesse est physiologique, enfin, ce serait quand même chouette que ça puisse être le choix des femmes de pouvoir accoucher là où elles souhaitent, où elles se sentent en sécurité. Parce que comme j'ai bien à cœur de ne pas opposer médecine et physiologie, il y a des mamans qui ont besoin d'accoucher à l'hôpital pour se sentir en sécurité. À l'inverse, il y a des mamans qui vont pas avoir ce besoin, que l'hôpital va plutôt être anxiogène pour elles et va plutôt créer un dysfonctionnement au niveau de la physiologie, le fait même d'être à l'hôpital. Donc en fait, voilà, mon plus grand rêve, c'est qu'on remette la physiologie au centre, que quand tout va bien, on se rend compte qu'il ne faut pas intervenir et quand on dépiste une pathologie, heureusement, la médecine est là et les avancées de la médecine font que on peut sauver des bébés, des mamans, là où avant, on me dit souvent, tu accouches à domicile comme il y a 100 ans. Non, il y a 100 ans, on n'avait pas le matériel, on n'avait pas les connaissances, on accouchait plutôt, pas par choix, mais par obligation à domicile parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Actuellement, on a le choix, on a le matériel, on a les connaissances. Et oui, il y a une distance avec l'hôpital, mais du coup, on est beaucoup, beaucoup plus attentif au moindre souci. Et donc, au moindre souci, on va prendre la décision de faire un transfert. Et non, on ne prend pas de risque à domicile. Quand on trouve qu'on commence à déborder de la physiologie, dans le doute, on va toujours transférer. On va jamais se dire, c'est bon, on va gérer. Le matériel qu'on a d'urgence, c'est vraiment quand c'est une urgence inopinée qu'on n'a pas eu l'occasion d'anticiper. Mais généralement, les urgences à domicile sont très rares parce qu'on réfère dès le moindre doute. Donc voilà, Et puis, vous connaissez les femmes, comme tu le rappelais tout à l'heure, donc tout vous à fait, appréciez facilement aussi ce qui est normal et ce qui sort de leur normalité unique à elles, quoi. tout à fait. Et on se fait confiance, elle nous fait confiance. Et donc voilà, si elles, si elles voient que nous, on estime qu'il y a lieu d'avoir un transfert, elles ne remettent pas en cause. Pourtant, elles étaient convaincues de leur projet, mais comme elles font confiance, voilà, généralement, ça se passe quand même très très bien, même si je suis encore toute novice, puisque ça fait 2 ans et demi que je suis dans ce milieu-là. Mais voilà, c'est une autre relation, une autre façon d'accompagner les gens dans la proximité. Et voilà, j'espère que les gens peu à peu se rendront compte que c'est pas dangereux d'accoucher à domicile. Euh, on essaye quand même de limiter les risques et le risque existe partout. Euh,
et on est d'autant plus attentive aux moindres signes qu'on peut l'être à l'hôpital, puisqu'à l'hôpital, on sait qu'on est sur place s'il y a un souci. Donc voilà, Merci Anne-Sophie pour ce partage de avec ta plaisir. vision, ton témoignage de ta manière à toi d'accompagner les naissances physiologiques et de les préparer. C'est très précieux de t'entendre et puis d'entendre aussi un petit peu comment ça se passe en Belgique, voilà, d'ouvrir notre perspective. Donc merci infiniment à toi. Je mettrai les liens qu'on a nommés en description de l'épisode. Et puis je te souhaite surtout beaucoup de succès dans ce projet Je de maison. l'espère, je l'espère. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.